Il est 13h34 dans le ZCL et nous recevons donc, comme prévu et comme tous les mardis, immanquablement, notre chère et adorée Karine Duménil, responsable de la chronique Innovation. Alors, aujourd'hui, on va parler de la mode et du numérique. Et du numérique. Alors, je ne savais pas qu'il y avait une relation étroite entre ces deux aspects de la vie. Oui, alors sur une de mes chroniques il y a quelques temps, en début d'année, je crois, on avait parlé des métiers de l'artisanat qui se mettaient au numérique. Au numérique, voilà. Progressivement, oui. Donc effectivement, dans le même esprit, les métiers de la mode. Donc là, on a un exemple, c'est Gundo Piso qui se lance prochainement en Guadeloupe. Donc la mode et alors, qu'est-ce que c'est ce Gundo Piso? Il faut le dire aux gens qui ne savent pas. Gundo Piso, c'est un magasin en ligne qui est basé sur la vente de produits haut de gamme. Ouais. Donc la mode haut de gamme. Deuxième étage. Voilà, et donc Segundo.fr va se lancer prochainement sur ce créneau-là. Voilà, donc on a très peu de sites internet en Guadeloupe qui osent le pari. Donc aujourd'hui, on a Vanessa Ronel, donc directrice. La vente en ligne va se développer de toute manière immanquablement. Exactement, et donc ça devient intéressant puisque les Antilles-Guyenne on n'aura plus besoin de commander en métropole ou ailleurs. Où ça? En métropole, Dany, c'est dans le dictionnaire ou la France, si vous voulez. Voilà. C'est en France, vous voulez parler de la France. Il faut parler en français que les gens comprennent, Karine. Mais oui, mais je parle la français. Métropole, ça n'existe pas dans les géographies. Je ne suis pas académicienne, je n'ai pas inventé les mots, c'est dans le dictionnaire. Voilà. Vous rectifierez chaque fois. D'accord. Oui. Bon. Donc là, maintenant, on n'aura plus besoin de commander en France. Merci. Voilà. C'est mieux. Merci. En France pour commander ces vêtements plus ou moins haut de gamme. Comme on faisait à l'époque avec la Redoute, quoi, les Verbaudets, etc., c'est ça? Voilà, mais il faut dire que les frais de port sont quand même assez chers en plus. Il faut une approche. Les frais de port. Par Amazon, par exemple, c'est ce qui se fait quelquefois. Pour les bouquins, certains matériels. Oui, mais il faut savoir que pour certains, si on est sur du haut de gamme et on a l'octroi de mer, parce que quand on arrive, des fois, alors les frais de port sont pas très chers, mais quand le produit arrive, il faut payer l'octroi de mer. Donc c'est pas toujours intéressant. Évidemment. Donc si on a quelqu'un sur place qui fait le travail qui nous évite de payer les frais de port, parce que vous savez qu'il y a une entreprise guadeloupéenne qui est installée là-bas. Oui, Showpil. Oui. Ah, vous connaissez. Oui. On ne peut rien lui cacher à cette Karine. Oui, c'est Ingrid Maisonneuve qui dirige voilà, qui était venue ici d'ailleurs, dans le ZCL il y a quelque temps, expliquer un petit peu Showpil, effectivement, Shopping, comment elle sert d'intermédiaire, en fait, c'est ça? D'intermédiaire, effectivement, pour les personnes qui sont en métropole ou même qui sont là, en France. Merci. Ah là là. Faut apprendre à parler. Non, je sais parler, Danick. C'est juste que j'ai juste alors on continue. Mais non, mais vous dites des mots qui n'existent pas au dictionnaire. Si, alors, ça existe. J'ai pas fait l'Académie française. Oui. Contrairement à vous. Pourquoi vous ne dites pas l'Académie métropolitaine, justement? Pardon? Il faudrait dire l'Académie métropolitaine si on suit votre logique. Je n'ai pas inventé le mot métropole. Il est dans le dictionnaire. Mais oui, mais c'est un mot dégradant aujourd'hui pour les Guadeloupéens. C'est votre point de vue personnel non, fait ça. Ce n'est qu'une émanation de vos idéologies. Non, pas du tout. Il faudrait vous renseigner un petit peu plus sur le sens des mots, parce que les mots ont un sens. Les mots ont un sens. On revient sur ma chronique. Oui, on revient, mais il faut vous dire que les mots ont un sens. Quoi de neuf entre la mode et le numérique? Entre la mode en France et la mode le débat d'Annick après. D'ailleurs, ça perturbe la chronique. Voilà, on appellera l'Académie française de la Merci. Donc, quand la mode se marie au numérique, donc voilà ce qui devient intéressant, en tout cas en Guadeloupe. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des événements aussi internationaux qui sont mis en place. On a la Fashion Week. Tout à fait. Mais pour les entreprises de la mode qui veulent se diriger vers le numérique, on a aussi la Fashion Tech de Paris. Qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui permet aux entreprises du monde de la mode de se lancer sur des produits numériques, Internet, le web marketing, etc. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, la mode sur la Fashion Week, on était sur des métiers très artisanaux et il faut les grands créateurs de mode aujourd'hui décident de se lancer sur le numérique parce il y a aussi un marché à prendre de ce côté-là. Mais alors, l'intérêt qu'il y a, c'est l'intérêt pour l'entreprise ou pour le client? Les deux. Oui. Les deux, parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui veulent des produits de qualité.
en Guadeloupe par exemple, et qui voudraient avoir affaire à des spécialistes qui ont des compétences en matière de mode, mais aussi en matière de numérique. Aujourd'hui, le client il va avoir affaire à un minimum de choses pour acheter son produit. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous conseille, qui est sur place. Pour les échanges aussi, c'est plus simple. Donc oui, pourquoi pas. Et puis il faut de toute façon que l'industrie de la mode se modernise. Tout à fait. En tout cas du point de vue du créneau haut de gamme. Oui. Voilà. Donc il y a des incubateurs aussi qui sont dédiés à la mode. Donc là on a une grande enseigne comme Showroom Privé. Donc qui est quand même un des géants de la mode en ligne, de la vente en ligne. Donc il va inaugurer son propre incubateur, voilà, dédié aux startups de la mode. J'ai pas envie de vous demander ce que c'est qu'un incubateur, mais il y a des gens qui ne le savent pas. J'y viens. Merci. Donc qui va s'appeler Look Forward. Donc la société prévoit d'héberger 5 à 10 projets d'entreprise. Et donc l'incubateur sert comme une pépinière à faire pousser les projets. Voilà, faire sortir des projets des terres. Voilà. Donc ils auront droit à 1500 m² de surface et donc les appels à candidature sont d'ores et déjà lancés. Donc il y a aussi le financement participatif pour les entreprises, pour ces entreprises et pour ces porteurs de projets. Donc on a une plateforme qui s'appelle I Am la mode, qui est une plateforme de crowdfunding pour les spécialistes, pour les porteurs de projets qui veulent investir dans la mode. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette plateforme, c'est que le site internet propose également de la vente en ligne de vos produits. Alors je porte un projet, je peux passer par cette plateforme pour financer mon projet, et en plus une fois que mon projet est financé, j'ai la possibilité de vendre mes produits sur cette plateforme. Alors est-ce qu'on peut imaginer qu'en Guadeloupe, ce type d'e-commerce puisse se développer de façon positive pour les entrepreneurs guadeloupéens? Parce que, vous savez, je prends le cas par exemple du rhum Marie-Galante. Imaginez un producteur de rhum à Marie-Galante qui n'a pas la possibilité de venir sur place en Guadeloupe régulièrement, ni aller en France aux grandes expositions internationales. Est-ce qu'il pourrait développer ce type de vente par correspondance? Moi, je pense qu'on peut tout vendre en ligne à condition d'avoir étudié son marché préalablement. Même si on est sur du numérique ou du digital, l'étude de marché est nécessaire. L'étude de marché est nécessaire pour primordial même. Et primordial quand on crée un projet, mais tout au long de la vie de l'entreprise. À partir du moment où on lance un nouveau produit, le minimum c'est de savoir à qui on s'adresse et comment on développe le produit. Par exemple, si on est sur de l'alcool, à ce moment-là, il faut travailler aussi un packaging qui corresponde à la cible qu'on souhaite qu'on vise. Donc oui, moi je pense qu'on peut tout vendre via le net à condition d'avoir étudié son marché. Non, en fait la question c'est de savoir est-ce que la clientèle potentielle guadeloupéenne est mûre pour ce type de commerce, voilà. Oui, il faut savoir que les Guadeloupéens, j'ai plus les chiffres en tête, il y a une étude qui était sortie en 2013, je crois, et qui disait qu'il y avait près de 200 000 Guadeloupéens qui se connectaient sur Facebook tous les jours. Donc là, on a la photo de Vanessa Ronel, directrice de Segundo Piso. Je passe à l'écran en ce moment. Donc les Guadeloupéens sont friands de Facebook. Et là, aujourd'hui, on a de plus en plus de mobinautes, c'est-à-dire ils sont plus internautes, donc derrière les écrans d'ordi, mais derrière leurs écrans de téléphone ou de tablette. Donc le tout, c'est de pouvoir générer, que les chefs d'entreprise et les porteurs de projets génèrent suffisamment de trafic sur leur site internet pour transformer leurs prospects en clients. C'est simplement les recettes de l'économie classique normale, et réelle, de l'économie normale qu'on transfère avec des outils différents et avec peut-être des méthodes un petit peu différentes. Mais oui, je pense que les Guadeloupéens, je pense que aussi... Mais alors parce que là, vous parlez d'études de marché préalables, et ce type de vente en e-commerce toucherait davantage les jeunes ou les vieux, les personnes proches de la retraite, par exemple? Comme vous, Dany. Comme moi, par exemple, oui. Les jeunes, oui, parce que de toute façon, sur l'étude en question, on remarque, les jeunes se connectent beaucoup plus la journée que les anciens. Oui. Donc après, je ne dis pas que les anciens ne peuvent pas acheter. Plus que les seniors pour aller. C'est ça, exactement. Après, je ne dis pas que les seniors, qu'on ne peut pas... Mais qui a le pouvoir d'achat, les juniors ou les seniors? C'est les parents qui achètent pour leurs enfants. Oui, donc il faut toucher les deux cibles.
Les deux cibles. De toute façon, c'est comme les artistes. Un artiste, pour vendre un maximum de CD ou de vendre un maximum de enfin, places de CD concert, maintenant, plus tellement. Plutôt des morceaux, sur les plateformes numériques. À ce moment-là, il faut plaire à la famille. Un artiste, quelqu'un comme Admiralty, plaît autant à maman, papa qu'aux enfants. Donc, le but aussi, comme je disais tout à l'heure, après, on peut cibler une niche aussi, et on en revient toujours à l'étude de marché. On s'adapte à la niche qu'on souhaite viser. Si dans une niche, parce que souvent on se dit c'est une niche donc je ne veux pas y aller, mais si la niche est composée d'un marché de 150 000 personnes, pourquoi ne pas y aller? Tout à fait. Donc tout dépend encore de l'étude, des résultats de l'étude de marché. Question, Jessie, peut-être? Pour savoir quelles sont peut-être encore d'autres nouveautés entre la mode et la technologie, est-ce qu'il y en a d'autres? Pour le moment, moi j'ai contact avec Segundo Piso. Je sais qu'il y a une autre entreprise qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est Dressing West Indies aussi. Mais il y a déjà quand même, il faut le dire, Carrefour Market qui vend aussi en ligne, il faut le dire. Oui, mais on n'est pas sur un segment haut de gamme. C'est pas du haut de gamme, non, mais j'allais dire, c'est pas du haut de gamme, c'est de l'alimentaire, mais enfin, ils ont lancé ça il y a 3 ans déjà, plus de 3 ans. Oui, c'est Carrefour Drive. Oui, Carrefour Drive, oui. Oui, ça c'est intéressant aussi pour les personnes à mobilité réduite ou pour les cadres qui passent trop de temps au bureau. Ou pour les gens qui n'ont pas envie d'aller ou qui n'aiment pas faire les courses. Oui, bien sûr. Comme moi. Oui. Comme vous. J'aime pas faire les courses. Oui. Donc voilà, après Carrefour a certainement étudié un créneau, une cible, et aurait pu mettre en place. Un jour que vous vous intéressez un petit peu à ce type de vente, la vente d'alimentaire, je crois que là aussi il y a un marché. Ils ont été précurseurs. Ils n'ont pas été suivis jusqu'à maintenant, donc ils sont pratiquement les seuls leaders. Alors qu'il y a des choses à faire sur l'alimentaire. Sur l'alimentaire, effectivement. Sur les produits l'agroalimentaire même aussi. Sur l'agroalimentaire. Effectivement, il y a du travail. Il y a un marché porteur. Il y a un marché porteur avec des produits de qualité. On a beaucoup de produits sur les marchés. Tout ce qu'on retrouve sur les marchés. En plus, les artisans font beaucoup d'efforts sur le packaging aujourd'hui. Oui, c'est des produits qui peuvent facilement se retrouver sur une plateforme, sur un site internet. Il y a des exemples déjà. Alors, est-ce que c'est la mort définitive du Lolo, ou bien le Lolo doit se transformer en Ilolo? En Ilolo? Oui. Je ne sais pas si c'est la mort définitive du Lolo, mais en tout cas, c'est vrai que des Lolos, il y en a de moins en moins. Et d'ailleurs, les Lolos ont commencé. Je connais un Bémao. Ah oui, au terrain à gâton. Ah oui, c'est vrai. Il est encore là, malgré la rénovation du quartier. Oui. Et puis à Marie-Galante, il y en a encore. À Marie-Galante, il y en a beaucoup encore, oui. Marie-Galante, c'est une zone plus rurale, donc forcément, il y en a encore. Donc je ne pense pas que ce soit la mort du Lolo, mais c'est juste... non, ce soit la transformation en Ilolo. Voilà, la transformation du marché, et il faut s'adapter. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter avant la fermeture de votre chronique? J'ai deux choses à rajouter. LB Développement. Donc, cette semaine, on a la sensibilisation à la GPEC, qui commence le 7 avril. On a toujours la conduite de projet les 27 et 28 avril. Acquérir l'état d'esprit client, donc qui commence aussi le 7 et 8 avril. Donc il y a encore des places, vous pouvez vous inscrire. Donc le 7 et 8 avril, on a la première partie. Et les 6 et 7 juin, la deuxième partie de cette formation. On a également les techniques de vente les 14, 15 et 18 avril. Et toujours les 18 et 19 avril, lire et comprendre un bilan et un compte de résultats. Les 9 et 10 mai, analyse financière niveau 1. Et 6 et 7 juin, analyse financière niveau 2. Voilà. On a également la gestion du temps les 18 et 19 avril et une nouvelle formation pour les nouveaux managers les 10 et 11 mai 2016. Donc vous pouvez contacter LB Développement au 590 81 03 25. Voilà. Dernière chose, j'ai vu, alors moi c'est une chronique dédiée aux chefs d'entreprise, donc je voulais juste réagir sur l'intervention de David Drumeau. Oui, allez-y. Tout à l'heure. Oui. Donc, c'est un scandale, tout simplement. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, je suis jeune chef d'entreprise aussi, et je trouve que ce qui se passe aujourd'hui est grave, parce que nous, on ne peut pas nous brandir des drapeaux toute la journée en demandant aux jeunes de créer des entreprises. Et quand on a nos mentors qui se retrouvent dans des difficultés comme telles que celle-là, alors qu'on est vraiment sur des événements c'est difficile d'être organisateur de spectacle aujourd'hui. Donc, il va falloir faire quelque chose, puisque la Guadeloupe finira en champ de bataille. Donc, les responsables, préfets et autres. Alerter votre nouveau chef d'édité ou nouveau chef de conseil régional, il faut leur dire. Pas le conseil régional, c'est le préfet qui est garant de l'ordre en Guadeloupe, c'est pas le président de région. Mais il y a des initiatives locales aussi à prendre.
Oui, mais là, maintenant, il va falloir se pencher sur le problème parce qu'on crie à la fuite des cerveaux. Moi, quand je vois ça, j'ai pas envie d'entreprendre en Guadeloupe. Donc, si les gens veulent que les jeunes continuent d'entreprendre en Guadeloupe, il va falloir régler ce problème de violence. Les gens peuvent pas... C'est pas Brooklyn, hein, la Guadeloupe. Hein. Ouais. C'est pas un problème qui est... On veut faire croire aux gens que c'est pas possible de remettre la paix en Guadeloupe. On n'est pas à Brooklyn et on n'est pas en Syrie. D'accord, donc il y a un moment où il faut arrêter de dire ben voilà, on fait du networking, on fait des chroniques comme la mienne aujourd'hui et beaucoup d'autres jeunes qui ont du talent autour de moi que je croise un peu partout et qui galèrent, il faut être clair. Nous, on va pas tuer les gens parce qu'on galère dans nos métiers, on va pas tuer les gens parce qu'on n'a pas de travail, on se réveille tous les matins, on prend notre bâton de pèlerin et on part au combat, mais le combat de l'entrepreneuriat. Entreprendre en Guadeloupe et en France, c'est déjà compliqué. Alors si c'est le western, il y a un moment où il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est la Guadeloupe, la vie, c'est pas un western, mais si moi aujourd'hui, parce que je rencontre des difficultés au quotidien et Dieu sait que j'en rencontre, eh ben je sors les fusils, je sors les sables, on va pas s'en sortir. Donc les gens qui sont garants de la sécurité des Guadeloupéens, qui s'y mettent, parce qu'aujourd'hui tout ça mettra en danger non seulement l'économie qui est déjà moribonde, et puis on a une industrie touristique derrière qui dépend de la sécurité des Guadeloupéens. Les gens viennent en Guadeloupe parce qu'ils se sentent en sécurité, parce qu'il n'y a pas d'attentat. Alors si maintenant on se retrouve avec des guerres de gangs, au niveau, enfin de gangs, je sais pas si c'est des gangs, mais même si c'était même pas une guerre de gangs, voilà, c'est des gars qui ont tiré dans la foule pour je sais pas pour pourquoi, se défouler pratiquement. Pour se défouler, ben on s'en sortira pas. Ça devient grave. Aujourd'hui, pour moi, c'est symptomatique de quelque chose de très grave. On est en train de prendre un virage. Alors, j'espère être entendu. C'était la deuxième et dernière partie de la chronique de Karine sur la violence, la délinquance et messieurs les politiques et messieurs les responsables garants de la sécurité zotan. David l'a dit, en tant que jeune chef d'entreprise qu'il est en train, David Doumont qui est en train de laisser tomber, et Karine veut s'accrocher, veut tenir bon. Donc, je tiens bon tant que c'est possible, mais si chacun n'y met pas du sien, moi je vais pas. Si le navire coule, je vais pas faire le ras du navire. Ça. Voilà, c'était dit. Juste un mot à notre amie Jessica, quelle est l'info du jour qu'on va noter aujourd'hui? À part du coup effectivement l'intervention de David Drumeau, donc qui pense à quitter le navire, on a donc le différend entre la directrice des ressources humaines de la CECAS et du directeur général des services, donc à Pointe-à-Pitre. Fouad Déhé, de son nom. Hein. Exactement. Voilà, ils sont en mobilisation donc depuis ce matin et donc voilà, on va voir comment prend la tournure des choses. On a Josette Borel-Lincertin du coup qui réaffirme son soutien dans le réaménagement de la Guadeloupe. Et enfin, bon, on a vu un petit reportage quand même sur la Black Business Union, donc l'association qui permet de mettre en réseau les ultramarins entrepreneurs en France. Voilà, il est 13h51. Le ZCL a été réalisé aujourd'hui par Yann. On se retrouve demain, jeudi, mercredi, on sera vraiment le 6, parce que j'ai dit tout à l'heure, on était le 6, on sera vraiment le 6 et on sera toujours ensemble. Merci si vous étiez à table, bon appétit, si vous n'avez pas mangé, faites congé ici et moi, vous allez manger et y faites. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonjour à tous, il est 12h31, le ZCL de ce mardi 6 débute. Bonjour Jessie. Bonjour. On va recevoir tout de suite en entrée, on peut le dire, même pas en hors d'œuvre, mais vraiment en plat de résistance, David Drumeau, le directeur de la CASA. On saura tout à l'heure pourquoi, mais vous avez dû entendre ce qui s'est passé ce week-end. Ensuite, plus tard, nous aurons nos deux rubriques, nos deux chroniques habituelles avec Mélissa Gondin qui parlera un peu de l'ostéopathie. Et puis plus tard, la chronique des GIC, l'innovation, avec Karine Duménil qui va nous parler de la mode et du numérique. Sinon, pour l'info, c'est Jessie, le développement. Et suite à un différend entre la directrice des ressources humaines et du directeur général des services Fred Déhé, les employés du CECAS de Pointe-à-Pitre sont en mobilisation depuis ce matin. Une mobilisation qui dénonce l'attitude du DGS. Les employés demandent donc une rencontre rapide avec le maire. Et Josette Borel-Lincertin a signé ce lundi 4 avril les avenants au programme de rénovation urbaine des villes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. La présidente du conseil départemental Guadeloupe réaffirme ainsi son engagement dans
les grands chantiers d'aménagement de la Guadeloupe. Et hier s'est déroulée à Paris la soirée networking de la Black Business Union, un événement qui a permis de donner de nombreux conseils aux entrepreneurs ultramarins. Notre correspondant était sur place. Voilà, merci. Donc, Jessie, je vous l'ai dit, ce week-end, il y a eu encore, on va le dire, une fois de trop, un incident malheureux à la sortie donc d'une soirée qui s'annonçait tranquille à La Casa, cette boîte de nuit que tout le monde connaît dans la région Pointe-Noire et même au-delà. Et cette fois-ci, il y a eu quelques blessés. Et le directeur de La Casa, David Grumeau, qui est avec nous ce midi, en a vraiment ras-le-bol et il vient le dire. David Grumeau, bonjour. Bonjour Danick, Alors, visiblement, ça va mal. Ça va mal, mais ça fait un bout de temps que ça nous pend au nez, que ça va très mal. Mais bon, comme je l'ai dit encore sur les autres médias, pas seulement à La Casa, ça va mal en Guadeloupe tout court. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a un très gros souci. Ça n'a rien à voir avec La Casa. Je ne me défalque pas de mes responsabilités qui sont peut-être certaines. Mais aujourd'hui, quand des individus passent et tirent aveuglément dans une foule à 2 reprises pour blesser des gens sans aucune raison apparente, je pense qu'on commence vraiment à toucher le fond. Ce sont des actes gratuits, des actes barbares. C'est ce qu'on appelle du terrorisme. Oui, donc aujourd'hui, quand une jeune fille de 19 ans vient dans mon établissement, même si c'est pas moi qui organise la soirée, mais je me sens responsable, vient s'amuser tranquillement, s'habille, se prépare chez elle et qu'elle retourne le lendemain matin qu'il lui manque un œil, je me pose des questions et je me dis que peut-être qu'au bout de 15 ans, j'ai peut-être fait mon temps et que, bon, n'ayant pas de solution à proposer, je ne suis pas juge, je ne suis pas policier, je ne suis pas homme politique, je suis un chef d'entreprise qui officie dans le monde du spectacle, qui essaie de faire vivre sa famille grâce à ce métier que j'adore et que j'aime. Mais aujourd'hui, voilà, moi je suis arrivé en bout à golette, en bout à jardin à Maïbé, en pas trouvé pour solution. Et là, en plus, moi j'étais l'éponge. Peut-être on d'autres monde qui est au point de La Casa. C'est pas un peu tôt quand même, David, même si ça a été difficile, il y a eu des moments difficiles, mais oui, mais si vous voulez, La Casa a connu des moments heureux aussi. Ah oui, non, mais plus de 300 concerts, 300 soirées, de très belles satisfactions personnelles, des moments de partage avec le public qui sont gravés, je pense, même dans la culture guadeloupéenne, il y a vraiment des choses qui sont passées de très fortes. Mais aujourd'hui, essuyer tout le temps des coups de feu, des blessés, des machins, mais comme je le dis, c'est partout, c'est pas simplement devant chez moi. Et aujourd'hui, parce que moi-même j'ai souffert dans ma chair, je me suis fait piquer lors d'une soirée pour séparer des jeunes. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir aussi acter les choses et puis prendre une décision. Bon, je suis jeune, mais bon, voilà, ça fait déjà 20 ans que je fais ce métier-là, 15 ans de La Casa. Il est peut-être temps pour moi de passer à autre chose et d'œuvrer différemment. Moi, je suis quelqu'un fondamentalement guadeloupéen, j'aime ma jeunesse parce que tout ça aussi, n'oublions pas, ne sont pas des extraterrestres qui viennent tirer. C'est des petits Guadeloupéens, des petits frères, des petits cousins. Ce sont des gens qui sont là et ce sont nos petits frères. Donc, si on ne s'occupe pas d'eux et qu'on les laisse tomber sous prétexte qu'ils sont en marge de la société, ça me pose un souci. Donc aujourd'hui, je dis j'arrête peut-être cette phase-là, mais j'ai peut-être d'autres choses à faire pour mon pays. Ça prendra d'autres formes. Mais la forme La Casa, pour moi, je suis arrivé au bout d'une aventure. Alors ça veut dire que les faits de violence ont augmenté ces dernières années dans les établissements de nuit? Ah ben bien sûr, de toute façon, pas que dans les établissements. Les faits de violence ont augmenté en Guadeloupe. Quand on arrive à avoir plus de morts qu'à Marseille, il faut se poser des questions. Et proportionnellement, on n'a que 400 000 habitants. Donc aujourd'hui, il faut vraiment ouvrir les yeux. Il faut arrêter aussi la langue de bois parce que toutes les opérations que les autorités essaient de monter, déposons les armes, tout ça, moi je vous dis, ça fait 20 ans que je suis dans la nuit. Je n'ai jamais vu autant d'armes de gros calibre depuis ces 2 dernières années. Quand vous dites voir, c'est vraiment... voir, vous allez... Yeux, comme on dit. On va dans des soirées, on va dans des endroits que je ne citerai pas, ou même dans la rue devant les soirées, puisque même quand les établissements font bien leur job, dans la rue, on ne peut pas intervenir. Oui. Quand vous voyez des Glock, des 38 spéciales, des Magnum, des 9 mm, vous savez qu'on est passé à autre chose. Et aujourd'hui, moi, je ne vais pas demander à des vigiles qui touchent 120 € pour la soirée d'aller se prendre un coup de Glock dans la tête pour ça. Donc aujourd'hui, il y a un moment aussi où il y a un petit souci. Aujourd'hui aussi, on parle, les méfaits de la drogue. Il faut dire aux gens que les jeunes Guadeloupéens sont tombés dans la cocaïne, qu'il y a beaucoup de gens qui prennent de la cocaïne et qu'aujourd'hui, c'est devenu un fléau. Et il faut le dire, et moi je le dis haut et fort, il faut qu'on arrête la langue de bois. Oui, la drogue, patati patata. Il y a de la cocaïne en Guadeloupe. La cocaïne, elle est peu chère. La cocaïne, il faut savoir qu'en France, elle coûte 80-90 € le gramme. Ici, vos enfants l'achètent à 20-30 €. Cherchez l'erreur.
Quand on voit des gens dans la rue qui mendient pour 2-3 euros, avec 2-3 euros, on achète une boulette de crack. Ouais. Donc, il y a un moment aussi où il faut arrêter les beaux discours et dire aux gens ce qui se passe. Dire aux gens, moi, aujourd'hui, quand j'ai face à moi des jeunes désœuvrés qui ont fumé des bédos toute la journée, qui sniffent le soir venu, qui boivent et qui sont armés, eh ben moi, David Rumeau, je ne suis pas Don Quichotte. Donc, il y a un moment aussi, je me dis, bon, ok, j'ai essayé et vraiment, les jeunes le savent, je me suis battu pour eux pour maintenir ce lieu en l'état. Maintenant, si on n'est pas aidé, pour permettre à ces jeunes de faire un concert, de faire quelque chose, de se structurer, eh ben nous, on n'est pas l'État. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire, mais aujourd'hui, je suis arrivé à la limite de mes possibilités. C'est tout. Ça veut dire que c'est un métier qui devient pratiquement impossible à pratiquer aujourd'hui, les métiers de la nuit, parce que c'est pas seulement chez vous. Il y a eu d'autres cas, c'est vrai, dans d'autres endroits. Même, on parlait tout à l'heure, on offre d'une boîte qui, au lendemain de son ouverture, il y a eu un mort. Donc, mais c'est partout. Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, le seul moyen d'expression de notre jeunesse, je dis bien de notre jeunesse, c'est la violence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une fois qu'ils ont usé tous les canaux habituels de communication qui ont été rompus, aujourd'hui, un jeune, en tout cas, pour ceux qui utilisent la violence, ne fonctionne qu'avec la violence verbale, la violence physique et la violence armée maintenant. Oui. Donc aujourd'hui, oui, il y a un vrai souci en Guadeloupe de communication entre les jeunes, entre les générations. Et aujourd'hui, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et comme je le dis encore, je ne suis pas un donneur de leçons. J'ai pris ma part. L'analyse que je fais n'est que le fruit de 15 ans d'expérience dans la nuit, au contact des jeunes. Parce que moi, j'aime ma Guadeloupe et j'aime mes jeunes. Mais aujourd'hui, le constat, il est là. Et aujourd'hui, il ne faut pas arrêter de se voiler la face et d'être dans des grands concepts. Aujourd'hui, on a un souci et il faut le régler. Et à votre avis, quelles seraient donc les solutions pour éviter qu'on se retrouve sans divertissement en Guadeloupe ? Les solutions, je ne sais pas si je suis le seul à les avoir. On a chacun notre part de solution. Maintenant, il faut savoir aussi que ça serait bien aussi que l'État joue son rôle. Quand on demande à passer une convention avec la gendarmerie, ce qui se fait dans tous les départements de France, qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la gendarmerie a le droit d'être payée par des organisateurs pour venir assurer la sécurité des abords d'une société. Pas dans la structure, mais ça se fait. Aujourd'hui, quand on demande des subventions aux collectivités pour nous permettre d'aider les jeunes à produire des spectacles, pour nous permettre à structurer les jeunes, ça existe aussi. Aujourd'hui, on n'est pas aidé. Donc aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'on préfère faire des belles actions flambantes, éphémères, qui durent 3-4 jours, alors que la Guadeloupe a besoin de choses structurantes. Et aujourd'hui, les jeunes ont besoin de structure. Mais quand je dis que je ne veux pas me recentrer sur la CASA, aujourd'hui, les associations ont besoin d'aide. Aujourd'hui, tous les gens qui œuvrent, parce que la Guadeloupe n'est tenue que grâce aux associations et aux gens de bonne volonté. Parce que heureusement, il faut être positif quand même, la Guadeloupe tient parce qu'il y a des gens qui croient en leur pays, qui se battent et qui aiment leur pays. Aujourd'hui, on parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais tous les gens qui se battent comme moi je suis un exemple, j'ai la chance d'être médiatisé, mais toutes ces associations, tous ces gens de quartier, toutes les familles qui se battent pour leurs enfants, voilà, ces gens-là, pourquoi pas ne pas aider des associations qui insèrent les jeunes. Enfin, comme je dis encore, moi, j'ai pas de solution, je constate, c'est peut-être facile, mais voilà, moi, j'ai pas... David Rumeau, qu'est-ce qui peut vous faire changer d'avis ? Changer d'avis, alors c'est ce que j'ai dit ce matin, il faut bien faire la différence. Je ne suis pas la CASA, je suis David Rumeau, oui, en tant qu'homme guadeloupéen. La CASA, c'est la CASA. La CASA, heureusement, c'est une structure qui est posée, qui peut-être me survivra, qui peut-être continuera avec quelqu'un d'autre, mais moi, en tant qu'homme, je pense que j'ai fait ma part du job. Maintenant, comme j'ai dit encore ce matin, je ne peux pas fermer demain, c'est une grosse machine. Oui. Donc je vais prendre mes dispositions sur les 6 prochains mois qui arrivent pour voir comment transmettre le flambeau ou fermer si nécessaire. Oui. Mais il n'y a pas de solution. Même si ça s'améliore, je veux dire, même si vous sentiez, par exemple, parce que j'imagine que votre cri va être entendu, on l'espère en tout cas par ce qu'on appelle les décideurs, si on décidait de, entre guillemets, de vous aider. Oui, mais moi aujourd'hui, je ne veux plus d'effet d'annonce, quoi. Si demain on m'aide ou qu'on décidait de faire quelque chose, je veux un plan sur 3, 4 ans, 5 ans, quelque chose de structuré. Faut qu'on arrête de faire des coups. Si on vient qu'on me mette demain 6 mois et que dans 6 mois je reviens sur ce plateau, ça ne sert à rien. Comment faire? De quoi est-ce qu'on a besoin? Aujourd'hui, je le répète, la Guadeloupe a besoin de lieux de vie, de rencontres, d'échanges. On ne peut pas se croiser en voiture. Et il y a un moment aussi où il n'y a pas que les centres commerciaux pour se parler. Oui. Il faut aussi qu'on ait des lieux de vie.
ça peut être la Casa comme plein d'autres lieux, parce que je profite aussi pour remercier tous les autres lieux, parce qu'il y a des lieux qui se battent, qui sont là aussi depuis des années et qui font leur petit bonhomme de chemin. Ils ne sont pas souvent compris parce qu'on pense que dès que quelqu'un a un lieu, il est millionnaire, que ceci, que cela. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont ces lieux privés qui ont une mission de service public. D'autant plus que, je vais citer, puisque vous ne le faites pas, ça se vient du Bic Créole. Qui a disparu. Mais moi, le Bic Créole, vous savez quoi? Vous me dites ça, j'ai des frissons. Aujourd'hui, le Bic Créole, on a commencé quasiment en même temps. Ils ont commencé, je crois, 1 an après moi. Et ils sont morts dans l'indifférence totale. Je ne vais jamais oublier ça. Et c'est un truc qui me hante depuis quelques années. Je me dis pas, j'ai pas envie de mourir comme le Bic, c'est-à-dire sans cri ni heurts. Le Bic est mort. C'était un des lieux de rendez-vous des jeunes, d'exposition, de discussion. Concert, c'était le complément de la Casa. Les artistes passaient d'abord au Bic, ils prenaient de la force, après ils venaient à la Casa. C'était une époque que je regrette parce qu'on avait commencé à créer un maillage du territoire culturel. Et aujourd'hui, quand le Bic est mort, moi je me souviens, j'ai croisé Olivier Féty, je me suis dit, mais... Eux-mêmes, ils ont abandonné parce qu'ils en avaient marre pour des raisons de violence. Et c'était il y a déjà 5-6 ans. 7 ans déjà. 7 ans. Donc aujourd'hui, voilà. Mais le Bic est mort, personne n'en a parlé. Et Dieu seul sait qu'on a passé de beaux moments au Bic et qu'il y a des artistes qui ont trouvé une scène au Bic pour s'exprimer. J'ai passé de très beaux moments là-bas. Et c'était un complément idéal à la Casa. Mais il y a un moment où, voilà. Et quand ces lieux-là meurent et que personne ne réagit, je me pose des questions sur la vraie motivation des pouvoirs publics à pouvoir aider les lieux, quoi. Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas les raisons des tirs qui ont eu lieu. Aucune raison, comme je vous dis, je suis pas policier, il y a une enquête en cours. Je crois que c'est la brigade de recherche qui est dessus. J'espère qu'ils vont vite les trouver parce que ça serait quand même bien de pouvoir identifier ces malfrats et ces criminels. Mais voilà, comme je vous dis, moi, tout ça, ça me dépasse et j'espère que ça va être réglé très bientôt et puis voilà. Alors, est-ce que vous attendez quand même un retour des décideurs? C'est-à-dire que, bon, vous avez dit que vous n'êtes pas prêt à un coup, qu'on fasse un coup, dire oui, David, bon, nous avons des trois, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Parce que, en fait, maintenant, la question qui se pose aujourd'hui et le cri que vous lancez, il doit être entendu par vous autres confrères. Est-ce que vous êtes prêts peut-être à monter une délégation et rencontrer Non, mais de toute façon, bon, on va pas se leurrer. Tous les décideurs politiques, ils ont mon portable, ils me connaissent. J'ai la chance de les connaître à travers. Ils ont l'occasion de venir chez vous d'ailleurs. Ils savent. Alors, est-ce qu'ils veulent voir? Je ne sais pas, mais ils savent. Donc maintenant, je suis disponible. J'ai toujours été ouvert à toute discussion constructive. Mais ce que je vous dis, si demain quelque chose devait venir, je veux que ce soit quelque chose de construit. Parce que j'en ai marre des coups. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup dans le coup. Un coup, ça dure très peu de temps et le lendemain, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, moi, je veux essayer. Ça fait 15 ans que je tiens quasiment tout seul. Donc aujourd'hui, si oui, on me tend la main, oui, je la prendrai. Mais pas dans n'importe quelle condition, parce que je pense qu'il faut structurer les choses. On a besoin d'événements, de politiques structurantes. Ça, c'est mon analyse de petit entrepreneur. Il faut qu'on ait des choses de structurées qui restent, que les jeunes et des lieux, et des choses, et des références. Et aujourd'hui, moi, ma plus grande fierté quand je marche dans la rue, c'est quand je vois toute cette génération de jeunes qui est passée par la Casa et qui me remercie pour tout ça. Ça me fait plaisir parce que je me dis, bon, finalement, j'étais peut-être pas dans le faux. Quand je vois tous ces jeunes et tous les messages que j'ai reçus aujourd'hui qui me disent, non mais David, machin, ça me touche parce que je sais les moments que j'ai vécu là avec eux, je sais les galères qu'on a passées ensemble, mais je sais aussi que c'est nécessaire. Et maintenant, mon cri d'alarme, et comme je le dis, c'est pas que pour la Casa, c'est pour tous les lieux. Il faut on est en galère en Guadeloupe. Il y a 57% de chômeurs chez les moins de 24 ans. La drogue est accessible, les armes sont accessibles. Mais si en plus de ça, les jeunes n'ont aucun endroit pour se retrouver, pour s'éveiller à la vie, pour mûrir, pour grandir, je vois pas, voilà, ça va être compliqué et tous nos jeunes vont partir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand les parents ont les moyens, ils font partir leurs enfants. Donc si c'est ça qu'on veut pour le pays, oui, mais je pense qu'il y a autre chose à faire. Oui, alors j'ai pas envie qu'on se quitte sur une note trop négative. David, 15 ans de Casa, il y a quand même des bons moments. Qu'est-ce que vous laissez comme... Enfin, laissez, on ne parle pas encore de partir. On va dire quels sont les temps forts de ce lieu. Ça a été devenu un lieu, il y en a beaucoup. Moi, je me souviens, je donne comme ça, le dernier concert qu'il a fait chez vous, c'était Saint-Éloi, qui a été un moment... Non, mais je veux dire, on pourrait
passer 1 heure à parler, mais si on peut parler, je parle du premier concert d'Admiralty, d'un des premiers gros concerts de Dominique Coco, de Soft, les 45 concerts de Soft, la naissance de Soft sur la scène de la Casa en première partie de Kenny Garrett, des moments très forts avec Roy Hargrove, Mike Stern, Ray Barretto, Eddie Palmieri, Richard Bona, Ronnie Joe, on peut vraiment, voilà, Justin Bérois, Jacob Desvarieux, Pipo, Quaxicolor, tous les jeunes, je veux dire, après, il y en a, et puis... Mais la Casa, c'était un lieu de création, de lancement, c'était la rampe de lancement. Moi, je me souviens, vous parliez de Soft, effectivement, les premiers concerts quand Soft n'était pas encore vraiment connu. Moi, j'ai revu tout à l'heure, parce que bien sûr, on commence à revoir un peu les archives, j'ai revu le premier concert de Sadik, en 2009, en première partie de Tyrannie et Sahel. Il était tout seul, tout penaud, avec son guitariste. Oui, il n'avait pas encore de fond, comme on dit, Et là, je le vois, et je me dis, ok, ça veut dire que chacun apporte sa petite contribution. Je vois quand Admiral a fait son premier concert, il est arrivé tout seul avec sa copine qui est sa femme maintenant, dans son petit coin. Il est monté sur scène, c'était avec un groupe qui s'appelle RMTG, un groupe de la Martinique. Il a tout pété. Et quand je revois ça, quand je revois Psych qui a commencé aussi, moi, ce sont des souvenirs très forts. Je ne crache pas dessus, je suis très content de ce que j'ai fait. Mais il y a un moment aussi où il faut quand même remettre les choses en perspective. Aujourd'hui, le contexte socio-économique et de violence fait que ça va être compliqué pour moi de pouvoir assumer ça, parce que ça demande une grande énergie. Quand vous avez 1000 enfants, je parle d'enfants qui dansent chez vous, et que vous connaissez la moitié des parents, parce que ce sont des amis à vous, et que votre portable sonne pour dire tiens, surveille Toto, surveille Cassandra, surveille machin, que vous vous sentez doublement responsable. Tous les gens qui viennent chez moi, je les considère comme mes enfants, mais encore plus quand ce sont des enfants d'amis. Donc aujourd'hui, tout ça fait en sorte que, ben voilà, moi j'ai un petit ras-le-bol, enfin un petit. C'est un doux euphémisme, j'ai un gros ras-le-bol. Donc voilà, maintenant comme je vous dis, je ne suis pas la Casa me survivra et peut-être que voilà. Une dernière question peut-être. En fait, je pense que c'est finalement, comme vous dites, un mouvement qu'on rencontre au-delà de la Guadeloupe. Est-ce que vous trouvez que nos politiques sont passifs face à cette violence ? Si je dis ça, je vais me faire taper sur les doigts parce qu'ils essayent de faire, mais je pense que ils sont trop en train de louvoyer. Il y a des faits, il faut mettre le pied dans le plat, parce que faut bien comprendre aussi qu'il y a beaucoup plus de bons jeunes et de jeunes positifs que de jeunes en errance. Tout à fait. Il faut vraiment qu'on se rende compte de ça. On parle de quoi là ? De 5%, de 10% des jeunes, allez. Mais les 90% autres. Même pas 5%. Donc aujourd'hui, il faut vraiment aussi essayer de positiver. Moi, je suis positif. Ma jeunesse est riche. On est fort en sport, en culture. Je le vois tous les jours. Maintenant, les 5% qu'il y a là, qu'est-ce qu'on fait ? Et de plus en plus, moi, mon souci, c'est que peut-être qu'il y a 10 ans, c'était 1 ou 2%, maintenant c'est 5%, et peut-être dans 10 ans, 10%. Donc il ne faut pas laisser faire. Il y a un moment où il faut mettre un haut là. Il y a peut-être des idées à avoir. Il y a peut-être, je sais pas, remettre le service militaire, rien qu'en Guadeloupe. Enfin, je sais pas, il y a plein d'idées. Moi, comme je vous dis, il faut les mettre au travail, il faut les responsabiliser, mais bon, voilà, mais aussi il faut donner des perspectives. Parce qu'un pays sans perspective, le jeune... Mais à vous écouter, David, j'ai envie de vous poser cette question-là. Vous n'avez jamais été tenté par la politique ? Non. Parce qu'en fait, vous avez des idées, comme on dit. Mais là où certains n'en ont pas. Je pense que je fais de la politique à ma manière. C'est-à-dire en agissant dans ce que je sais faire. Pour moi, c'est déjà faire de la politique. Après, aller se présenter, faire ci, faire ça. Non. C'est en tout cas pour l'instant, je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, mais ce n'est pas du tout dans mes projets. Aujourd'hui, je pense que la société civile guadeloupéenne doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il y a des hommes et des femmes de valeur en Guadeloupe. Il faut que nous arrêtons de fermer notre gueule, sans vouloir être vulgaire. Parce qu'on est là, on est passif, on essaye d'éviter les coups, mais il y a un moment aussi, c'est notre pays, il faut qu'on se réveille, parce que dans la société civile, il y a de la qualité, il y a des entrepreneurs brillants, il y a des gens qui se battent, parce que je veux vous dire, pour avoir une société en Guadeloupe, il faut... Voilà, c'est pas de tout repos, c'est des grosses journées. Donc aujourd'hui, on a cette force-là. Donc les gens de la société civile vont devoir aussi dire, ok, nous on prend notre part.
Ça va prendre des formes diverses et variées, mais il faut que la société civile se réveille. Ça, c'est mon avis aussi, parce que je considère toujours, je suis un petit dans ce que je fais par rapport au gros de la société civile, mais il faut que ces gens-là se réveillent et arrêtent d'être simplement dans des cercles de pouvoir, de lobbying. C'est bien, mais maintenant pour le pays, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble pour le bien commun? Parce que, en fait, le discours que vous tenez, c'est un discours que, malheureusement, des politiques ne tiennent que pendant une période électorale, et puis après, il n'y a plus rien. Oui, mais c'est d'autre façon, et c'est pour ça aussi peut-être que la politique ne m'intéresse pas, c'est que le problème de la politique, c'est qu'il y a une obligation de résultat électoraliste. Oui. Et il n'y a pas d'obligation de résultat par rapport à un programme ou par rapport à des objectifs chiffrés. Oui. Et c'est ça le souci. L'autre problème des politiques, je vais arrêter là parce que je n'aime pas trop parler de politique, c'est qu'aujourd'hui, le problème du politique, c'est que il fait des choses, mais ce n'est pas son argent. Oui. Et ça, c'est une grande différence. Parce que si c'était son argent, il ne ferait pas tout ce qu'il fait. En règle générale, je ne cite personne, et d'ailleurs, je n'ai pas autorité pour le faire. Aujourd'hui, voilà, ils font avec notre argent. Donc peut-être ils n'ont pas la même sensibilité. Quand un chef d'entreprise a 100 € dans sa poche, je peux vous assurer qu'il sait où il va les investir et comment est-ce qu'il va les investir pour ne pas perdre son fil. Ce qui n'est pas le cas de la personne qui décide et dont ce n'est pas l'argent. Voilà. Alors, mais a priori, avant qu'on termine, on imagine, bon, dans 6 mois, la casa fermée sans repreneur. On imagine. Mais ça va créer un vide. Mais un vide, grâce à, vous savez, la nature a horreur du vide, les choses vont se repositionner. C'est pas la fin le bic est mort, rien à le remplacer. Non, mais après, comme je vous dis, c'est pas la fin du monde. Aujourd'hui aussi, j'ai toujours eu cette manie de toujours me remettre en question et de me remettre à ma place. Aujourd'hui, je sais qu'effectivement, on a fait de bonnes choses, qu'on a une mission qu'on a essayé de mener, mais aujourd'hui, je sais aussi que, voilà, comme je dis encore, j'aime bien cette métaphore, je ne suis pas Don Quichotte. Don Quichotte, il se battait contre des moulins. Moi, je l'ai fait pendant pas mal de temps, je n'ai plus envie de ça. Donc aujourd'hui, ben voilà, ça va faire un vide et comme souvent ici, ça va peut-être faire une tempête pendant une semaine. Je vais faire le tour des médias pendant une semaine et après, voilà. Donc, j'ai pas... Justement, pour ne pas être déçu, je n'attends rien de tout ça. Je le fais parce que ça fait un bout de temps que j'ai envie de parler. Ça fait un bout de temps que c'est là. Oui. Donc aujourd'hui, effectivement, je me sers de cet malheureux événement pour pouvoir déverser tout ce que j'ai à dire, mais ça fait longtemps. Donc aujourd'hui, voilà, c'est la suite logique des choses. Et je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où on parle sur Canal 10, moi, ce que je veux, c'est arrêter. Dernière question, David. Qu'est-ce que vous allez devenir aussi? Mais David Drumeau est traiteur, David Drumeau est en train d'investir dans le vieux Pointe-à-Pitre. Vous y croyez dans le vieux Pointe-à-Pitre? Je crois énormément au vieux Pointe-à-Pitre, je crois énormément à la rénovation des vieilles bâtisses. Quand on ne sait pas où on va, il faut retourner de là où on vient. Moi, mon père est né a été élevé 15 rue Alexandre Isaac et mon restaurant est ex-rue Condé, à 50 mètres sans le savoir. Donc vous savez, la vie c'est une boucle. Oui. Donc voilà. Donc vous restez quand même dans un domaine qui... Non, mais de toute façon... Vous êtes un entrepreneur, de toute manière. Non, mais je suis un entrepreneur, voilà. Ma femme vient d'ouvrir une pâtisserie traditionnelle. Je suis dans tout, je suis quelqu'un d'actif. Oui. Et comme je dis, je ne suis pas la casa, je suis David Drumeau et je suis bien plus que ça. Donc demain, vous allez certainement me revoir dans d'autres activités et sous d'autres formes. David Drumeau, merci d'être venu pour ce témoignage poignant et ce cri d'alarme, en espérant qu'il sera entendu et suivi. En tout cas, il est 12h55, on va prendre une pause publicitaire et puis on va se retrouver tout à l'heure avec Jessie pour le développement de l'actualité et avec nos deux chroniqueuses aujourd'hui, Karine Duménil qui est déjà là, la chronique Innovation, et un peu plus tard, Mélissa Gondin pour la chronique sur l'ostéopathie. Voilà, vous êtes sur le ZCL, David ne bougez pas encore, attendez le signal et on va se retrouver dans à peu près 3 minutes. Voilà, 13h02 dans le ZCL de ce mardi 6, c'est bien ça 6? On est le 6? On est le 5. Ah, on est le 5, bon, je suis un jour en avance, le 6 c'est demain. Mardi 5 mars, Jessie. 5 avril. Pardon? 5 avril. 5 avril que j'ai dit mars. Je suis sur Mars là ce matin. Bon alors, Jessie, tout de suite quand même les repères de l'actu. Je rappelle que tout à l'heure on va recevoir notre amie Mélissa qui est déjà là. Et qui va nous parler de l'ostéopathie chez les nourrissons.
les repères de l'actu. Et comme je vous l'ai annoncé donc tout à l'heure, suite à un différend entre la directrice des ressources humaines et le directeur général des services Fred Dehaye, les employés du CECAS de Pointe-à-Pitre sont en mobilisation depuis ce matin. Une mobilisation qui dénonce l'attitude du DGS. Les employés demandent une rencontre rapide avec le maire. Josette Borel-Lincertin a signé ce lundi 4 avril les avenants au programme de rénovation urbaine des villes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. La présidente du conseil départemental Guadeloupe réaffirme ainsi son engagement dans les grands chantiers d'aménagement de la Guadeloupe. Et hier s'est déroulée à Paris la soirée networking de la Black Business Union, un événement qui a permis de donner de nombreux conseils aux entrepreneurs ultramarins. Notre correspondant était sur place, on va voir son reportage tout à l'heure. Mais tout de suite, comme je vous l'annonçais, ce lundi 4 avril, la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, a signé les avenants au programme de rénovation urbaine des villes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. Depuis 2006, ces deux programmes qui représentent un investissement total de 60 millions d'euros sont un véritable outil de réaménagement du territoire. Cela concerne surtout la réhabilitation des logements et des équipements publics dans les quartiers en difficulté. Des aménagements qui seront normalement finalisés en 2020. Reportage de Maxime Morel. Mais beaucoup de travail pour préparer ce projet, signer la convention partenariale avec l'État, notamment l'Agence nationale de rénovation urbaine et d'autres partenaires. On a vu aujourd'hui région, département, les bailleurs, Caisse des dépôts et consignations, l'agence foncière et j'en passe, pour faire en sorte que nous puissions avoir ce projet revisité à 4 reprises avec des avenants. Ce dernier avenant de clôture. Et on est à 40% des réalisations de cette première tranche de rénovation urbaine des Abîmes. On a encore des travaux pour jusqu'en 2020, 2021, avant que nous passions, et nous allons signer d'ores et déjà à l'acte 2 de la décentralisation, cette fois-ci à Cap-Excellence, Abîmes, Pointe-à-Pitre, donc Biémao. J'ai beaucoup porté ce projet lorsque j'étais en responsabilité ministérielle et c'est avec beaucoup de plaisir que vous voyez la concrétisation, maintenant dans une fonction qui est différente puisque je représente le président du conseil régional à Richalus. Mais ça fait plaisir de voir que même si les choses sont compliquées, sont difficiles, il faut être tenace, il faut y croire, il faut accompagner les collectivités et ça permet d'être maintenant dans une phase beaucoup plus concrète. En tout cas, je me félicite et je voulais aussi rassurer les maires parce que ce n'est pas avec un changement de majorité, il ne faut pas qu'il y ait des inquiétudes. On travaille dans l'intérêt général, dans l'intérêt d'une population pour les Guadeloupéens. L'habitat est quelque chose d'extrêmement important en termes d'amélioration du quotidien et à ce titre, la région que je représente ici, je suis venue dire que nous allions effectivement respecter cet engagement financier qui, comme vous le savez, est de 30 millions pour la ville des Abîmes et de 30 millions pour la ville de Pointe-à-Pitre. L'ANRU, c'est une agence nationale qui a été créée pour mettre en place le plan de rénovation urbaine, le plan national de rénovation urbaine en 2004. Et donc on est là pour financer des projets et puis on est là pour appuyer les collectivités qui les portent localement en les aidant en termes de méthode, en comparant entre les différents projets et donc en apportant un peu d'expertise là-dessus. Mais c'est avant tout et surtout un soutien financier important sur les programmes. C'est des projets lourds parce que c'est des quartiers qui ont des difficultés avec des interventions d'envergure sur du logement, sur des équipements publics, sur du commerce. Donc on retrouve à la fois des choses qu'on retrouve dans beaucoup de quartiers en métropole ou outre-mer et puis des caractéristiques du territoire, des territoires d'outre-mer, des difficultés propres, des différentes formes d'habitat qui se mélangent. Donc il y a une vraie ambition, un vrai portage à avoir pour réussir ce type de projet. Et donc mobilisation au CECAS de Pointe-à-Pitre suite à un différend entre la directrice des ressources humaines et du directeur général des services Fred Dehaye. Les employés du CECAS de Pointe-à-Pitre sont en mobilisation depuis ce matin. Fred Dehaye aurait apparemment dérobé l'unité centrale de la directrice des ressources humaines. Les employés se mobilisent et demandent une rencontre rapide avec le maire. Reportage tout de suite de Jeff Taylor. Alors, il faut savoir que depuis hier, les agents sont confrontés à une problématique. Et la problématique, c'est qu'il y a eu un vol d'unité centrale au niveau des ressources humaines, au niveau du bureau du responsable des ressources humaines, en l'occurrence, Micheline Tarer, qui est la responsable des ressources humaines. Donc,
on a constaté les faits qui se sont passés justement au centre culturel du CECAS, hein, de la ville de Pointe-à-Pitre. Et donc par rapport à cela, nous avons affiché notre mécontentement et de cela découle le personnel immobilisé pour justement montrer son mécontentement et aussi afficher le mépris qui est envers ce personnel, que ce soit au niveau des conditions de travail. Et en l'occurrence, le vol a été effectué par le DGS, le directeur général des services, qui se permet de se substituer de ses prérogatives qui est DGS au niveau de la collectivité, mais qui n'est pas DGS au niveau de l'établissement public, en l'occurrence le CECAS, le Centre communal d'action sociale. Donc là, nous ne pouvons pas se permettre que ce genre de travers puisse se faire au niveau de la collectivité. Donc c'est pour cela que nous sommes mobilisés et nous le disons clairement que nous ne pouvons pas accepter cela dans la mesure que, d'autant plus que Mme Tharer, elle est la responsable des ressources humaines, mais aussi elle est secrétaire générale adjointe du syndicat du personnel de la collectivité. Donc il y a deux faits qui sont en cours, notamment c'est l'entrave à la liberté syndicale, mais aussi l'entrave à la liberté du droit du travail. En l'occurrence, là, elle est venue sur son lieu de travail et elle n'a pas pu justement exercer ses missions comme à l'accoutumée. Donc sur ces faits, nous avons demandé à rencontrer l'autorité territoriale parce que nous avons un James Bond 007 qui justement se permet de outrepasser ses droits et aussi ses prérogatives, en l'occurrence en la matière. Donc à aucun moment il a été notifié à l'agent qu'on venait faire un constat justement sur son ordinateur, mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons au jour d'aujourd'hui qu'on se permet de venir prendre et voler une unité centrale qui permet justement au niveau de la carrière, du suivi de la carrière des agents et aussi de tout ce qui concerne les données des agents au niveau de cet établissement. Donc nous disons que non, que nous ne pouvons pas accepter cela et nous affichons fermement notre mécontentement par rapport au mépris de ce DGS et aussi qu'il se permet de faire des entorses à la réglementation et au statut de la fonction publique territoriale. Nous le disons encore une fois que tant que nous ne serons pas reçus par l'autorité territoriale, nous serons plus que mobilisés et plus que déterminés dans notre action. Trésor 10 dans le ZCL et concernant ce conflit, on peut dire que c'est peut-être pas aujourd'hui que les salariés en grève seront reçus par le maire, puisque d'après les informations que nous venons d'avoir, le maire Jacques Bangou serait en ce moment même à la Réunion. Et justement, en parlant de la Réunion, puisqu'on reçoit une Réunionnaise tous les 15 jours, bonjour Mélissa, Mélissa qui est ostéopathe, et aujourd'hui Mélissa, vous avez choisi de nous parler de l'ostéopathie chez le nourrisson. Alors, je vous avoue que je suis étonné de savoir que les nourrissons pouvaient être soignés par des ostéopathes. Pourquoi ? Parce qu'on a des causes assez fréquentes lors de l'accouchement qui peuvent provoquer justement des tensions, des troubles chez le nourrisson, à savoir par exemple des postures in utero, donc déjà dans le ventre de la maman. Dans le ventre même de la mère. Par un manque de place ou alors même par une contrainte liée à la position même du bébé à l'intérieur du ventre. Oui. On a aussi l'accouchement. Un accouchement difficile peut entraîner donc des troubles, donc à savoir par exemple pour un accouchement prématuré, retardé, lors d'une césarienne et également lorsqu'on va utiliser des instruments tels que les forceps ou les ventouses. Voilà, ça peut provoquer des petites lésions. Alors, Mélissa, comment vous intervenez quand la mère est enceinte, comme on dit, son ventre est gros, oui. On n'est pas handicapé, mais enfin, elle n'est pas à l'aise, il faut aller mollo, comme on dit. Oui, bien sûr, on va toujours utiliser des techniques douces et adaptées donc pour la mère et l'enfant à chaque manipulation. Oui. Ouais. Alors, ces troubles qui affectent l'enfant, vous les voyez pas, comment on le sait, comment on le perçoit, puisque a priori l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, il faut des radios, des choses comme ça. Non, c'est seulement une fois sorti que nous on va pouvoir agir sur le bébé. À partir de quel âge ? À partir des tout petits. Après, il faut laisser quand même quelques semaines, 1 à 2 semaines, le temps que le bébé se fasse à son nouvel environnement. Oui. Mais après, plus tôt il sera pris en charge et mieux ça sera pour nous, parce que dès qu'il sort justement du ventre de la maman, il est composé majoritairement d'eau, donc il est facilement modelable.
Donc plutôt, ils viennent nous voir. Modelab. Voilà. C'est de la pâte à modeler un bébé à cet âge-là? En quelque sorte. Justement, quels sont les troubles que présente le nourrisson lors de l'accouchement qui peuvent nous emmener à rencontrer un ostéopathe? Donc il y a différents troubles. Donc parmi ceux qu'on constate le plus souvent, donc il y a le sommeil, donc qui peut être agité. On a également des plagiocéphalies. Donc c'est en fait à l'arrière de la tête, on va avoir un aplatissement qui peut être unilatéral ou bilatéral, donc des deux côtés. C'est réversible ou pas? Oui, justement, si c'est pris à temps, c'est réversible. Donc si on vient voir l'ostéopathe, justement. Et donc on aura, lors des plagiocéphalies, souvent l'enfant a tendance à tourner la tête d'un côté, donc c'est un signe d'alerte pour la maman pour venir nous consulter. Voilà, on aura aussi évidemment des coliques, des troubles digestifs, enfin, tous signes anormaux voilà, peut conduire la maman à nous consulter ou aller voir d'abord le médecin. Et tous ces troubles sont liés aux instruments qu'on utilise lors de l'accouchement ou il y a d'autres causes? Lorsqu'on a des extractions instrumentales, donc par les forceps, ventouses, oui, il peut y avoir des petites lésions dues à une mauvaise manipulation ou des tractions trop intempestives. Donc cela peut solliciter des petites tensions au niveau du crâne, au niveau des os du crâne. Voilà, ils peuvent être soit un peu plus soudés vu que c'est encore tout fragile pour le bébé. Donc oui, ça peut provoquer des petits... Et même un accouchement prématuré peut être aussi la cause d'un traumatisme? Vu que la structure crânienne n'est pas encore totalement formée, elle est encore en croissance, le modelage qui va se faire lors de l'accouchement peut être trop fragile, la structure crânienne va être trop fragile pour le bébé à ce moment-là. Et le suivi s'étale sur sur une période longue ou c'est simplement... j'ai envie de dire un remodelage particulier, ponctuel? Ça dépend de la lésion, en fait, du trouble. On peut avoir 2-3 séances, comme une seule séance aussi peut suffire. Généralement, c'est 30 minutes pour le bébé. Et après, selon le cas, ça peut varier de 1 à 3 séances. Ah, quand même? Ouais. Oui. Et si on ne voit pas l'ostéopathe, quels sont les risques pour le bébé? Les risques, ce sont des complications à l'adolescence ou même à l'enfance, au niveau de la posture en général, au niveau oculaire, au niveau... ça peut se répercuter un peu partout au niveau de la face et du corps du bébé. Et du coup, comment se passe l'auscultation du bébé donc, comme chez l'adulte, donc on va procéder donc tout d'abord à une anamnèse, donc un interrogatoire complet. Donc on va demander aux parents, surtout à la maman, donc comment s'est déroulée la grossesse, l'accouchement, et si ils ont repéré certains troubles lorsque le bébé est arrivé à la maison. Et ensuite, on va procéder aux tests et aux manipulations. Toujours extrêmement douce sur le bébé, donc les parents n'ont pas à s'inquiéter pour ça. Après, il est fréquent, effectivement, que le bébé pleure lorsqu'on va placer nos mains sur le crâne, mais il ne faut pas que ça inquiète les parents. Voilà, l'ostéopathe sait ce qu'il fait, et c'est juste que le bébé n'aime pas qu'on pose ses mains en fait, sur le crâne en général. Mais il y a des éléments, des signes avant-coureurs qui montrent que le bébé a besoin de soins d'ostéopathie quand la mère a accouché. Parce que toutes les mères ne sont pas ostéopathes et ne savent pas, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Des fois, c'est le médecin qui va conseiller d'aller voir directement l'ostéopathe, ou alors c'est des pleurs fréquents, des cris, des reflux qui vont donc diriger la mère vers nous, ou alors visuellement on peut voir, comme j'ai dit auparavant, donc un aplatissement par exemple d'un côté de la tête, ou le bébé qui va fréquemment tourner la tête du même côté. Voilà, ce sont des signes d'alerte pour les parents. Alors, ce qu'on peut dire aux parents, aux femmes qui sont enceintes aujourd'hui, qui n'ont pas le Zika, j'espère, et qui nous regardent, il faut suivre non seulement avec le suivi avec le médical, mais en même temps faire attention, il y a des choses à ne pas faire. Oui, surtout s'il y a eu un accouchement difficile, on peut venir nous consulter. Après, bien sûr, tout accouchement qui s'est déroulé parfaitement, sans souci, n'a pas inquiété. Après, on peut toujours faire un check-up. Donc, chez l'ostéopathe, nous, on va conseiller les parents. Donc, s'il n'y a rien, on va les rassurer. Et s'il y a quelques petits soucis, on va les régler. Ouais. Et pas besoin que l'ostéopathe ait déjà eu d'enfant, non?
Non, pour bien connaître, faut bien connaître le maniement, j'ai envie de dire, le maniement du bébé. Mais en fait, d'une manière générale, ça se passe bien, ce genre de traitement pour les bébés. Justement, les bébés sont très réceptifs à l'ostéopathie du fait justement qu'ils sont modelables quand ils sont tout petits. Donc on a des résultats très rapides et très efficaces. Mais ça, dites-moi, c'est quelque chose de nouveau ou ça s'est toujours pratiqué, cette ostéopathie chez les nourrissons? Ça s'est toujours pratiqué, mais c'est vrai que c'était pas très connu et c'est de plus en plus reconnu, même auprès des médecins. D'accord. Bon, écoutez, personnellement, je suis content de savoir ça parce que je ne le savais pas. J'imagine, vous le saviez, Jessie? Non, je ne savais pas. Non, c'est vrai, ça a l'air de quelque chose d'assez nouveau. Oui. En tout cas, les femmes qui écoutent, si vous avez pris l'émission en cours, qu'est-ce qu'on fait, Jessie? Vous nous retrouvez sur www.zcel.tv. Il y a une chronique Mélissa avec sa photo et donc avec aussi le résumé de ce qu'elle vient de dire. Donc vous pouvez cliquer sur le www.zcl.tv et bien sûr retrouver tout ce qui a été dit dans cette chronique passionnante. On va se retrouver dans une quinzaine de jours à peu près, Mélissa. Oui, voilà, ouais. On verra peut-être un autre aspect de cette ostéopathie. Très bien. On vous remercie. À bientôt. Il est 13h19 et on continue le journal avec Jessie. Et côté sport, cette fois-ci d'Annick, pour permettre l'insertion des personnes en situation de handicap, dans le cadre de l'Open de Guadeloupe, la Ligue de tennis et le conseil départemental organisaient ce matin plusieurs ateliers sportifs destinés aux jeunes en situation de handicap. L'occasion de sensibiliser ces jeunes à la pratique du tennis en fauteuil et découvrir les différents postes qui existent dans le tennis. Une 60aine de jeunes étaient présents au stade bas du Fort au Gosier. Reportage de Nicolas Hachi. On recule un peu. Vous me voyez? Moi j'attends. Allez, Valentine, t'es prête? Je suis très ravie de voir que ce public est encore présent parmi nous et qui s'éclate sur les divers ateliers qu'on a mis en place ici. Donc on a ici l'atelier de renvoi sur différentes phases. Donc, qui fait que c'est un atelier qui bouge très très bien. Donc c'est vraiment une motricité énorme puisqu'il faut rester dans le cerceau. Enfin, il y a pas mal de choses à mettre en place ici avec eux. Ils sont super contents. Et le lancer, le frapper, pour moi c'est complètement réussi. Et sur l'autre atelier qui se trouve sur le terrain de rugby, c'est vraiment de la motricité, de la coordination. Sous forme de relais, de slalom, de jeu d'étoiles et le beach tennis que j'espère que vous êtes partis faire un tour pour voir comment ça se passe également dans le sable. Une matinée avec plusieurs ateliers. Un atelier tennis dont certains ont déjà pratiqué, un atelier beach tennis, un atelier un peu plus sur la motricité, donc le déplacement, la coordination. Nous faisons aussi le tour avec eux de ce qu'est ce tournoi. Toute l'organisation qui travaille parce qu'ils ne connaissent peut-être pas forcément toutes les personnes qui sont mobilisées et les différents postes qui existent pour faire, pour mettre en valeur le tournoi et les 40 joueurs qui sont présents. Et puis après nous avons aussi le CIVAD qui met en place des ateliers éducatifs autour du tri sélectif. En quelques mots, comment ça se passe pour toi ce matin? Ça va. J'ai bien avancé le sport. Comment ça se passe pour toi aujourd'hui? C'est bien, je joue bien. Je pars aussi au tennis. Je vais apprendre avec tout. Dans sa politique, la Ligue a toujours voulu intégrer les handicapés et leur faire sortir un petit peu de leur isolement. Et donc, la Ligue handisport de Guadeloupe a obtenu de la Ligue de tennis qu'elle participe à cette manifestation en avant-première. Nous allons essayer d'être présents un peu partout là où on peut donner leur chance à ces gens qui méritent qu'on s'occupe d'eux. Cassandra, quelles sont les bonnes pratiques pour financer son entreprise? Quand et comment lever des fonds pour financer son développement? Autant de thèmes ont été abordés hier à Paris lors de la soirée networking organisée par l'association Black Business Union. Une rencontre adressée surtout aux porteurs de projets et aux entrepreneurs pour leur donner les outils nécessaires pour développer financièrement leur activité. Reportage de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé.
L'objectif de la soirée, qui était justement sur le financement d'entreprise, était de pouvoir ouvrir un petit peu le champ des possibles et des bonnes pratiques pour nos porteurs de projets ou les créateurs d'entreprises déjà confirmés, de pouvoir leur donner les bonnes pratiques quand ils veulent soit créer leur entreprise ou la développer justement et leur permettre de savoir comment faire. Trouver les financements, c'est important pour développer sa société. Donc c'est vrai que s'ils n'ont pas les bons leviers, les bons codes pour pouvoir le faire, ils ont moins de chances de pouvoir arriver à leur fin. Donc l'idée, c'était justement, avec notre partenaire de la BRED et l'intervenant Bounota Elamé, justement de leur donner d'une part une vision d'un organisme financier, qui est notre partenaire en l'occurrence la BRED, sur les bonnes pratiques. Quand ils viennent présenter un dossier, quels sont les éléments auxquels ils font attention, auxquels ils sont sensibles, qu'un dossier soit structuré justement pour qu'il soit bien vendu. Donc l'idée, c'était d'avoir ce regard du financeur pour dire, quand vous venez me voir, voilà ce à quoi on fait attention et qui peut faciliter justement que votre dossier soit apprécié à sa juste valeur. Ça, c'était une première chose, mais on a voulu également, parce qu'on a mis en place avec la BRED des fiches de demande de projets de financement qui sont un petit peu plus légères justement que les gros business plans. Un business plan, c'est fastidieux. Les porteurs de projets ne savent pas toujours comment faire pour le structurer. Donc on a mis en place une fiche projet de demande de financement qui est un peu plus épurée, mais avec l'essentiel à minima des informations dont a besoin une banque, et en l'occurrence la BRED, pour valider ou pas le suivi d'un projet au niveau financier. Alors, vous avez beaucoup de moyens différents. Le premier, c'est déjà tout simplement d'utiliser la capacité de financement de la société, tout simplement les réserves qu'elle a pu accumuler. Deuxième moyen, c'est rechercher des financements externes, notamment auprès des banques, qui peuvent vous aider à financer un investissement matériel, un investissement immatériel. Et surtout, vous avez en dernier lieu tout ce qui est recherche d'investisseurs privés qui vont venir apporter à votre capital, ce qui vous permettra de faire face aux investissements et parfois aussi permettra d'accéder à d'autres investissements, notamment bancaires, que vous n'auriez pas sans levée de fonds. Alors la chance que nous avons, c'est d'avoir Karine, notre spécialiste des nouvelles technologies et peut-être du co-funding. Alors, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui networking? Parce qu'on en a parlé, on en parle souvent et beaucoup de gens ignorent ce qu'est réellement le networking. Oui. Le networking, on en fait tous les jours. On recommande toujours quelqu'un à une personne. Donc le networking, c'est pour un professionnel, un chef d'entreprise, simplement à développer son réseau, à tisser son réseau pour avoir accès à l'information ou à des méthodologies de façon plus simple et plus rapide. Oui. Mais en Guadeloupe, on sait faire du réseau. D'ailleurs, on fait pratiquement que ça. Et ça fonctionne? Ça fonctionne bien, oui, bien sûr. Il y a des soirées networking en Guadeloupe. C'est vrai. Voilà, il y a des web apéros. On en a déjà parlé d'ailleurs dans votre émission, dans votre chronique. Oui. On a des web apéros. Orange en organise régulièrement. La ville de Bémao, via Audacia, organise aussi beaucoup de choses. La CCI. Donc tout ça, ce sont des occasions. Mais ce sont quand même des outils assez nouveaux, il faut le dire. C'est nous. Enfin, c'est le nom, le concept. Voilà, le nom et le concept qui est peut-être un peu nouveau, mais dans la méthodologie, la façon de faire, il n'y a rien de nouveau. On a toujours fait de la recommandation. On en fait dans sa vie privée, parce que voilà, le plombier, il est efficace et rapide, donc appelle le plombier de ma part, ça ira plus vite. C'est simplement ce que les chefs d'entreprise font. Après, ça peut paraître nouveau pour le Guadeloupéen, qui est très individualiste dans son fonctionnement. Donc, c'est vrai que beaucoup fonctionnent seuls. On a toujours tendance à dire en Guadeloupe, moi, dépend rien. Vous connaissez le proverbe, c'est on met qu'à la vélote? Oui, mais je trouve qu'on ne l'applique pas assez ici en Guadeloupe. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que chez nous, ça semble être nouveau, mais le networking a toujours... c'est le yonalotisme. On va dire que c'est l'ancien convoi qui a disparu. Qui a disparu, oui, qui revient avec une forme plus moderne, entre guillemets, avec un mot américain, networking. C'est ça. Jessie, quelques secondes avant la nouvelle pause publicitaire, vous avez une brève.
Oui, alors une petite brève, et c'est sur Trafficked, c'est le titre du film trinidadien primé l'année dernière à Trinidad, qui fera sa première au 13e Festival international du film panafricain de Cannes, qui se déroulera donc du 16 au 20 avril. Pour sa 12e édition, le festival accueillera donc une sélection de films de la diaspora africaine, dont le long métrage Trafficked de 12 minutes, inspiré donc de faits réels. Il vise donc à sensibiliser sur les dangers du trafic de la drogue dans les Caraïbes. Vous voyez donc les images à l'écran. Du trail du film, comme on dit, pour ne pas dire la bande-annonce, on dit maintenant le trail, ça fait plus, ça fait plus normalement, branché. il y aura des sous-titres, ils préparent les sous-titres en français justement pour leur passage dans le festival à Cannes. En espérant qu'on pourra voir ce film un jour en Guadeloupe pour Aix. Il est 13h28. Vous avez encore une info avant la pause? On prend la pause pour retrouver Jessie. Oui, alors juste une petite info. Toujours, donc c'est sur Cuba. Cuba avait atteint donc plus de 3 524 000 vacanciers l'année dernière. Et la nation hispanophone compte bien battre donc leur record cette année. Le Premier ministre du Tourisme adjoint de Cuba, Alexis Trujillo, a indiqué qu'il y avait plusieurs initiatives en cours visant à améliorer le tourisme, le produit touristique, en commençant par la construction de nouveaux hôtels. Ces nouveaux hôtels devraient ajouter plus de 3 790 chambres, principalement dans les centres les plus populaires du tourisme de Cuba. Cuba, on le rappelle, est relié à 60 villes dans le monde entier par l'intermédiaire de 54 compagnies aériennes internationales. Le nombre de visiteurs de l'île a augmenté de façon spectaculaire depuis l'annonce de l'établissement des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Et les responsables estiment que déjà 161 233 personnes des États-Unis ont visité donc Cuba l'année dernière, soit une augmentation de 79% par rapport à l'année précédente. Voilà, merci donc Jessie pour cette première partie des infos. On retrouve Karine, oui c'est bien Karine, elle s'appelle Karine, n'est-ce pas? Oui. Oui, et on la retrouve tout à l'heure pour sa chronique habituelle d'innovation. Ne quittez pas, nous sommes toujours avec vous, vous êtes dans le ZCL.